Israël vient peut-être de redessiner la carte géopolitique du Moyen-Orient, mais les répercussions pourraient remodeler le monde. Dans une démonstration stupéfiante de précision militaire, il a mené ce qui pourrait être l'opération la plus audacieuse depuis Tempête du désert. Cependant, savoir si cela a réussi à stopper les ambitions nucléaires de l'Iran est une question à laquelle seul le temps pourra répondre. Israël a frappé fort. Il a démantelé l'infrastructure militaire et dirigeante de l'Iran en quelques heures. Et maintenant, le plan à venir mène à une conclusion inévitable et bien plus terrifiante. Voici comment Israël a frappé les sites nucléaires iraniens. Il est juste passé minuit à Téhéran, et la plupart de la ville dort, mais un groupe d'agents d'élite du Mossad est éveillé depuis des heures. Ils font partie d'une force israélienne sous couverture profonde, des agents qui se sont infiltrés en Iran il y a plus d'1 an, et qui vivent depuis sous de fausses identités. Leur mission principale, préparer l'impensable, une opération militaire pour empêcher l'Iran de mettre la main sur des armes nucléaires. Les menaces répétées de l'Iran contre Israël ont intensifié les tensions dans la région, poussant presque toutes les grandes puissances régionales à s'opposer à ses ambitions nucléaires. C'est pourquoi il est possible que d'autres aient discrètement joué un rôle dans l'opération qui s'apprête à commencer, une opération qui va éclater en pleine action dans l'obscurité d'une nuit à Téhéran. Ne vous attendez simplement pas à ce que quiconque l'admette. Les agents du Mossad et les membres du renseignement militaire israélien, ainsi que des forces spéciales, ont fait passer clandestinement des pièces de drones et des imprimantes 3D. Celles-ci ont été utilisées pour assembler une flotte compacte capable de surveillance et de frappe de précision, et elle a été construite dans une maison en périphérie de Téhéran. L'opération présente des similitudes frappantes avec l'attaque spectaculaire de l'Ukraine contre les bases de bombardiers russes, alimentant encore davantage les spéculations selon lesquelles les deux nations auraient bien secrètement collaboré dans leurs préparatifs respectifs. Après tout, en matière de guerre par drone, l'Ukraine est le joueur le plus expérimenté au monde. Le timing était crucial. Les agents à l'intérieur de Téhéran doivent frapper en même temps que les escouades des unités des forces spéciales déjà déployées en Iran. Il est très probable qu'ils aient échappé à la détection grâce à une insertion en hélicoptère à très basse altitude, une technique similaire à celle utilisée par Israël pour détruire une installation de missiles en Syrie, occupée par des supplétifs iraniens. Cependant, il est aussi possible qu'ils se soient infiltrés dans le pays au cours des dernières semaines, se fondant dans la population locale tout en dissimulant une cargaison mortelle composée d'armes légères et de missiles guidés portatifs. Ces systèmes portatifs sont généralement utilisés par une équipe de 2 personnes et possèdent des capacités comparables à certains drones. Avec une portée de plus de 12 miles et un guidage contrôlé à distance par les opérateurs, ils peuvent être dirigés vers des cibles de grande valeur. Cette capacité sera essentielle, car les équipes des forces spéciales ont installé leur position de tir loin de leur cible, idéalement hors de vue des curieux ou des forces de sécurité. La capacité de piloter les missiles leur permettra également de naviguer dans des terrains complexes, ce qui indique qu'au moins certaines des équipes des forces d'opération spéciales ou forces d'opération spéciales opéraient depuis l'intérieur de zones urbaines. Les équipes d'infiltration israéliennes ont 3 objectifs. Premièrement, elles doivent éliminer les radars de défense aérienne iraniens et les batteries de missiles, ouvrant ainsi la voie aux groupes d'attaque aériens. Deuxièmement, elles doivent frapper les lanceurs de missiles mobiles utilisés par l'Iran lors d'une riposte balistique attendue, avec environ 130 lanceurs mais près d'1 millier de missiles qui pourraient atteindre Israël. L'Iran fait face à un sérieux problème de goulets d'étranglement. Et pour que les défenses antimissiles sur son territoire soient efficaces, il doit rendre ce goulet aussi étroit que possible. Chaque lanceur détruit ralentit non seulement le rythme de la riposte, mais limite aussi le nombre de missiles pouvant être tirés à chaque salve. L'Iran pourrait utiliser des installations au sol pour lancer des missiles, mais celles-ci ont une durée de vie limitée si l'armée de l'air iranienne ne parvient pas à garder le ciel dégagé des avions israéliens. L'armée de l'air iranienne est largement considérée comme dépassée. Même à l'intérieur du pays, il semble y avoir peu d'espoir qu'elle puisse rivaliser avec la force aérienne moderne d'Israël. Le 3e objectif est tout aussi crucial, voire même plus que les 2 premiers. Des équipes spéciales d'assassinat utilisent une variété de missiles et de drones pour cibler les hauts dirigeants iraniens. Le but est de paralyser l'armée iranienne en coupant sa chaîne de commandement. Cela ouvrira le ciel aux avions israéliens, peut-être même aux hélicoptères, qui s'infiltreront avec encore plus de troupes des forces spéciales. À l'heure zéro, l'attaque qui va dicter le destin du Moyen-Orient commence. Tous les agents israéliens agissent de manière coordonnée. Depuis la planque aménagée à la périphérie de Téhéran, des drones quadricoptères sont lancés par les ouvertures du toit et les fenêtres, bien que les drones soient pilotés à distance depuis Tel Aviv. L'équipe de sécurité sur place a un objectif unique, retarder toute réaction immédiate des Iraniens.
Si les voisins signalent une activité inhabituelle, leur rôle est de retenir les forces de sécurité locales juste assez longtemps pour que toute la flotte de drones soit déployée. Les drones parcourent plusieurs kilomètres jusqu'à un site de défense aérienne iranien à proximité, détruisant les lance-missiles qui y sont stationnés. Dans le centre et l'ouest de l'Iran, des attaques similaires ont lieu, ouvrant un corridor depuis Téhéran jusqu'à la frontière ouest de l'Iran avec l'Irak. Des avions de guerre électroniques israéliens lancent les Pions leur propre attaque, accompagnés de F-35 qui tirent des missiles anti-radar à grande vitesse. Les avions de guerre électroniques brouillent les réseaux de défense aérienne iraniens, introduisant de fausses cibles et masquant les vrais. Le brouillage des signaux radars ajoute au chaos d'un réseau de défense aérienne déjà au bord de la rupture. Pendant ce temps, les F-35 tirant des armes détruisent tous les radars de défense aérienne qui n'ont pas déjà été neutralisés par les drones. La rapidité et l'ampleur de l'attaque ont éveillé des soupçons, suscitant des spéculations selon lesquelles des avions ou des capacités américaines non divulguées auraient pu jouer un rôle. Quoi qu'il en soit, le résultat est un corridor d'espace aérien sécurisé s'étendant jusqu'au cœur même de Téhéran, où même des avions de 4e génération non furtifs peuvent désormais opérer. Simultanément, des équipes de chasseurs-tueurs tirent des missiles guidés et les dirigent vers leur cible grâce à des transmissions à distance. La cible est la grande flotte iranienne de lanceurs de missiles mobiles, cruciale pour toute frappe de représailles, impliquant l'immense arsenal de missiles balistiques du pays. Les missiles guidés sont suffisamment agiles pour que certains d'entre eux atteignent des lanceurs mobiles situés à l'intérieur même du terrain urbain dense de Téhéran. L'attaque est une surprise totale et des dizaines de lanceurs sont détruits. Les équipes de missiles, désorientées, attendent des ordres, mais aucun n'arrive, et cela parce que la 3e phase de l'attaque initiale d'Israël bat son plein. Les agents du Mossad et les équipes d'assassinat des forces spéciales passent à l'action contre les hauts dirigeants iraniens. Depuis des années, ils ont constitué des dossiers sur chacun des hauts responsables du gouvernement et de l'armée iranienne, ainsi que sur les scientifiques nucléaires, responsables de la fabrication d'une arme nucléaire opérationnelle. Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes et second seulement après l'ayatollah lui-même, est tué lors d'une frappe de missile. Hossein Salami, commandant en chef de la tristement célèbre garde républicaine iranienne, est tué, possiblement par un drone. Un par un, les hauts dirigeants iraniens sont tués chez eux, dans la rue ou dans leur bureau. Les services de renseignement israéliens évalueraient prétendument le système de communication iranien, préparant ainsi le terrain pour une frappe calculée. Grâce à cet accès, ils organisent une réunion des hauts responsables militaires et gouvernementaux programmée juste avant le début de l'opération. Un F-35 israélien largue une munition guidée sur le lieu de la réunion, et en quelques secondes, le bâtiment est détruit, ainsi qu'une grande partie de la structure de commandement supérieur de l'Iran. L'attaque est écrasante, d'une brutalité efficace et extrêmement ciblée. Le but est de détruire les infrastructures critiques, d'attiser les forces anti-régime et de pousser à un changement de régime. Dans les 5 premières minutes de l'opération, Israël aura franchi le Rubicon. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. L'ampleur et l'efficacité de la frappe initiale sont déjà suffisamment importantes pour modifier la perception du pouvoir dans la région. Toute confiance que l'Iran avait dans sa capacité à dissuader Israël ou les États-Unis de manière conventionnelle est anéantie. L'esprit des futurs dirigeants iraniens est presque certainement déjà fixé. Le seul moyen d'assurer la survie du régime désormais est de posséder une dissuasion nucléaire. La puissance militaire conventionnelle n'a pas réussi à dissuader Israël, et l'utilisation de missiles balistiques a également échoué. Dès le début de l'opération, la direction iranienne comprend probablement que sa survie à long terme, si le régime perdure, pourrait dépendre de l'acquisition d'une dissuasion nucléaire. C'est la seule façon pour eux de se protéger contre la menace qu'ils redoutent le plus, une invasion américaine. La direction israélienne le sait aussi. Les déclarations des responsables iraniens au fil des années, dont certaines exprimaient de l'hostilité envers l'existence d'Israël, n'ont fait que renforcer la conviction à Tel Aviv qu'un Iran doté de l'arme nucléaire représente un risque intolérable. Il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre l'opération. Avec les défenses aériennes détruites, aveuglées ou paralysées, les F-16 et F-15 de 4e génération passent à l'attaque. Les F-16 israéliens sont spécialement modifiés, avec des réservoirs de carburant conformes et des réservoirs largables, 2 fois plus grands que ceux des Américains. Cela leur donne l'autonomie nécessaire pour frapper plus profondément en Iran. Les opérations ne sont limitées que par la flotte restreinte de ravitailleurs aériens d'Israël, composée de 7 à 8 appareils, ce qui alimente davantage les spéculations selon lesquelles des ravitailleurs américains viendraient en renfort. Une vague de 200 appareils constitue la première salve de l'offensive aérienne israélienne.
Ils visent une centaine de cibles au sol, dont des lance-missiles, des radars, des installations de la garde républicaine et des aérodromes. Les attaques paralysent encore davantage l'armée iranienne. Les frappes les plus importantes, cependant, visent les installations nucléaires iraniennes à Natanz et Ispahan. D'autres installations sont également visées dans le but de mettre fin aux ambitions nucléaires de l'Iran. Mais malgré ce succès retentissant, Israël a un gros problème. Il y a au moins une installation, peut-être la plus importante de toutes, qui ne peut pas être détruite, et la seule nation disposant de l'arme adéquate pour cette tâche, est les États-Unis. L'usine d'enrichissement de combustible de Fordo est enfouie à plus de 260 pieds sous une montagne, et c'est le site le mieux protégé du réseau nucléaire iranien. Elle a été conçue pour résister précisément au type d'attaque que mène Israël, et il semble qu'il y ait peu de choses à faire pour la mettre hors service, sans l'aide des États-Unis. Israël frappe plutôt les centrales électriques et voisines, qui alimentent l'installation. Les centrifugeuses enterrées profondément sous terre, qui servent à enrichir l'uranium jusqu'à un niveau militaire, sont extrêmement sensibles. On pense que la coupure soudaine de courant en a endommagé beaucoup. Au cours des 24 heures suivantes, la campagne d'Israël se poursuit. L'armée de l'air israélienne opère désormais au cœur de Téhéran, ce qui indique clairement que le réseau de défense aérienne iranien a été largement neutralisé sur un large corridor. Cela s'élargit avec l'intervention de forces spéciales supplémentaires et de frappes aériennes, alors même que les forces aériennes israéliennes et le Mossad se concentrent sur 2 tracks différentes. Les forces spéciales, dont le nombre a augmenté au cours des 12 dernières heures, se concentrent désormais sur la localisation et la neutralisation des lanceurs de missiles mobiles. Leurs opérations se sont intensifiées, à la suite d'un barrage de représailles de plus de 100 missiles lancés en direction d'Israël. Le retard dans l'attaque montre à quel point Israël a efficacement coupé la chaîne de commandement iranienne. La plupart des missiles sont interceptés ou explosent sans danger loin de leur cible prévue, ou des bâtiments civils. Au cours des 3 prochains jours, il y aura d'autres salves, l'Iran tirant les leçons des attaques précédentes, pour échapper de plus en plus à Israël et à leurs alliés, dont le stock d'intercepteurs diminue. Les censeurs militaires israéliens ont refusé d'autoriser la publication des frappes réussies sur des cibles militaires, afin de priver l'Iran de renseignements. Mais la plupart des missiles iraniens, qui parviennent à franchir les défenses régionales, finissent par frapper des zones civiles sans valeur militaire. Cela met une pression énorme sur les forces spéciales chargées de détruire les lanceurs mobiles. Avec la suprématie aérienne établie, l'Iran ne peut plus se défendre de manière crédible contre une attaque aérienne. Des drones et des avions d'attaque israéliens patrouillent au-dessus de Téhéran et à travers tout le pays, à la recherche de lanceurs mobiles. À l'aide de bombes de petit calibre, ils détruisent les lanceurs mobiles même sur des autoroutes très fréquentées, anéantissant ainsi le véhicule de lancement. Mais la réaction des civils en Iran n'est pas celle à laquelle le régime s'attendait. En dehors d'un noyau dur de partisans, la réaction du public est tout sauf unifiée. Au cours des 3 premiers jours du conflit, les publications sur les réseaux sociaux et les messages de la diaspora iranienne dressent un tableau clair. Beaucoup de citoyens considèrent les attaques non pas comme un acte de guerre contre le peuple, mais comme un coup porté à un régime responsable de décennies de brutalité et de répression. Le peuple iranien ne verse pas de larmes pour les commandants militaires et les responsables gouvernementaux tués. Les frappes aériennes israéliennes ciblent les médias d'État, mettant fin aux tentatives de remodeler le récit public. Pendant ce temps, en plein jour, au cœur de Téhéran, l'impensable est en train de se produire. Des escouades d'agents du Mossad traquent les chefs militaires iraniens et les abattent. Israël a réussi à localiser et à cibler les dirigeants iraniens d'avant-guerre. Les hauts responsables sont éliminés et leurs remplaçants sont nommés, mais eux aussi sont exécutés. Le nouveau chef militaire de l'Iran est nommé le premier jour des combats et meurt à l'aube du 4e jour. On a supposé qu'Israël avait passé plus d'1 an à traquer les dirigeants iraniens connus et peut-être leurs remplaçants, et maintenant ce sont les remplaçants des remplaçants qui sont éliminés. Les services de renseignement israéliens semblent fournir un suivi quasi en temps réel des mouvements et des décisions du régime. Avec tous ces assassinats ciblés, une question plane sur le conflit. Pourquoi l'ayatollah Ali Khamenei d'Iran, le cœur battant du régime, n'a-t-il pas été éliminé? La réponse pourrait être que les États-Unis ont exhorté Israël à faire preuve de retenue. La Maison-Blanche s'accroche peut-être encore à l'espoir de relancer les négociations nucléaires, mais la fenêtre se referme rapidement. Mais la réalité, c'est que l'Iran est désormais peu susceptible d'abandonner sa quête d'armes nucléaires. Téhéran pourrait envisager la diplomatie, en faisant savoir par des intermédiaires qu'il est ouvert à des discussions de cessez-le-feu. Mais à huis clos, la stratégie à long terme prend une direction différente. L'ampleur de la frappe israélienne rend presque impossible pour la direction iranienne d'accepter le résultat sans riposte. Au lieu de battre en retraite,
Téhéran va probablement redoubler d'efforts, en poussant son programme nucléaire encore plus profondément sous terre, à la fois littéralement et stratégiquement. Elle gardera le développement de son programme caché jusqu'au moment où l'Iran sera prêt à révéler sa main nucléaire au monde. Israël étant probablement incapable de renverser le régime iranien sans l'aide américaine. Une question plane désormais sur la Maison Blanche, une question qui définira le XXIe siècle. Les États-Unis vont-ils entrer en guerre et provoquer un changement de régime, ou vont-ils parier qu'un Iran humilié pourrait finalement abandonner ses ambitions nucléaires? Ce qu'Israël a prouvé, c'est que malgré des années de rhétorique et de renforcement militaire, l'Iran reste vulnérable. Sa survie dépend de la clémence de ses ennemis qu'il a juré de détruire, mais les armes nucléaires pourraient changer tout cela pour toujours. Et si l'Iran obtient une arme nucléaire, des pays comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite et d'autres ont déjà déclaré leur intention de développer leurs propres armes de destruction massive. Le Moyen-Orient n'est plus une poudrière prête à exploser, la mèche a été allumée. Ce n'est pas la première fois que l'Iran fait face à une confrontation militaire soudaine. Regardez le moment où les États-Unis et l'Iran se sont affrontés pendant 24 heures pour découvrir à quel point nous avons frôlé la guerre mondiale, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.